On va rentrer un petit peu sur l'étude de cas de Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, produit par Foliascope. On reçoit Ilan Urose, qui est producteur chez Foliascope, mais également Camille Scudier et Maud Gallon, qui font partie de nos talents rennais et qui ont eu l'occasion d'intervenir sur ce film à divers moments de sa fabrication. Et l'idée, c'est un petit peu de mettre en relation la présentation d'Ilan, une présentation assez détaillé et surtout le process de fabrication. J'ai vu le PowerPoint ce matin, je vous le dis, c'est assez dense, hein, vous partez pour un long voyage. Et de mettre ça aussi en phase avec la réalité de gens qui travaillent sur le film. Je leur laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par le sempiternel promo de Foliascope. Attention, ça envoie du son. Je vais faire très vite parce que la société a été créée en 2011 par quelqu'un qui a été cité longuement et plusieurs fois par Pierre-Luc, c'est Pascal Lenôtre, qui était le cofondateur de Folimage et qui, après 25 ans, il s'est un peu fâché avec Jacques Rémy, il a créé sa boîte Foliascope. Et il a emmené avec lui tout ce qu'il avait fait sur le volume. Donc c'est vrai qu'on est vraiment spécialisé sur le volume, mais aussi sur le 2D tradi. Et on a fait Wardy avec les contes modernes, on était en prod exé, on a fait Interdit aux chiens avec nos camarades de Vivement Lundi, de Panique, de Graffiti, du Portugal, de Nadasdi, enfin c'est une grosse copro, et puis Alexandre Cornu, le prod délégué. Léo, quasiment en même temps, merci le Covid, ça a été une vraie année. Et puis là, on aborde plusieurs projets, des séries en volume avec Darjeeling. Et puis notre première prod déléguée, Retour à Tomioka, pardon, je m'étrangle, qui est de la 2D japanime et qui démarre très très vite. Voilà, on a fait, moi j'étais ravi que Pierre-Luc cite l'automne de Pougne et l'été de Boniface parce que c'est aussi une copro, pas que Folimage, mais aussi copro Foliascope. Puis des séries, Music Queen sur Arte, saison 2 de la collection avec Musique Queer. Là, ça va envoyer. Bientôt sur Arte. Je passe très vite, on a aussi des cours, on a des projets de 26. Enfin voilà, on mixe toujours stop-mo, 2D, on aime bien l'hybridation, on aime bien se faire peur. Et ça, c'est très rigolo. On a, pour la petite histoire, on était en plein tournage de Interdit aux chiens à cause de plein de soucis, dont le Covid qui a tout retardé. Et puis on a dû changer de lieu et trouver un bâtiment de 1200 m² pour installer nos studios, parce que Inventor commençait.
Camille, ici présente, en a fait les frais. Elle vous en parlera tout à l'heure. Donc on a obtenu pas mal de soutien du CNC, plein de noms et d'acronymes de soutien financier. C'est bien, c'est très très bien. Et le dernier étant France 2030. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant le studio qui est à Valence, ou plutôt à Saint-Péret. C'est un très bon vignoble, c'est à 10 minutes, même pas 15 minutes de vélo du centre-ville de Valence. Et c'est le lieu rêvé, on est en dessous d'un château, on a plein de magasins autour. Et puis, bah voilà, on peut dire un studio de gaucho. On essaie de faire du social, de protéger nos salariés, nos artistes, nos techniciens. On essaie de faire les choses bien. C'est pas facile, mais on essaye. Voilà. On va passer très vite, mais je voudrais quand même m'attarder sur l'empreinte carbone. En fait, on a notre chargé de production, Christophe Félix, qui a été l'un des premiers éco-certifiés et éco-managers dans cette nouvelle qualification qui est apparue avec la CPNEF. Et en fait, on s'est amusé à faire un bilan carbone entre Interdit aux chiens aux Italiens, où on n'avait fait que le tournage, dans notre premier studio, qui n'était pas du tout adapté, on va dire ça comme ça. Il était au milieu des champs, bref. Et Inventor, où on a bossé pendant plus de 2 ans et demi, avec jusqu'à 120 personnes. Donc oui, on a fait beaucoup plus de rejets CO2. Mais en fait, par rapport à la somme de travail et par rapport au volume de travail, ben en fait, on a réduit notre empreinte écologique de 37%, à base d'énormes investissements sur les systèmes de chauffage, de climatisation, d'isolation. Ouais, ça, c'était avant que tu arrives. C'est après qu'elle soit... Enfin, bref, elle vous racontera. Mais on a vraiment fait un énorme effort là-dessus. Et puis, on est allé encore un peu plus loin en définissant une charte d'éco-responsabilité. Et puis, on rentre dans l'audit du CNC d'ici 3 semaines. Donc, c'est une vraie impulsion que le CNC veut donner sur la StopMo, sur l'éco-production. Donc, ils vont auditer nos manières de faire et puis on va servir un peu de maître étalon. J'espère qu'on ne va pas être trop en avance, sinon ça va être compliqué. Et puis, on est allé même sur la cybersécurité, parce que c'est l'enjeu de demain. Et là, ben, nos artistes et techniciens, maintenant, ils sont formés. Et c'est surtout, ils sont formés aussi pour les autres studios. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà plusieurs studios qui nous ont suivis. Et on va continuer. Peut-être que ça va faire des émules et on va avoir une obligation du CNC d'avoir une formation cybersécurité dans quelques années. À voir. Bref, on avance et on va parler de Léo. Parce que Pierre-Luc en a parlé un tout petit peu et on lui doit beaucoup. Pierre-Luc, bah voilà, là ça résume un petit peu la relation qui s'est tissée entre Pierre-Luc et Jim. Et vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que c'est de travailler avec Pierre-Luc. Il est d'une humilité dingue, donc il ne l'a pas dit, mais moi je lui dis, il est incroyable. Il est calme, il est créatif, il peut tout faire. Il est génial. Enfin voilà, c'est une déclaration d'amour, mais il le sait. Hein, donc, mais c'est bien de faire des déclarations d'amour en public. Voilà. Un petit court extrait de notre making-of où on voit Maud. The movie The Inventor is about the life of one of the greatest geniuses, Leonardo da Vinci. C'est une magnifique opportunité de raconter une grande histoire de l'histoire de France, de l'histoire européenne. The film is a combination of stop motion mixed in with 2D animation. Les références principales, c'est le codex. Ce qui va être intéressant, c'est de se plonger dans sa façon de dessiner, son intuitivité. We thought that would really be the best tribute to his legacy. Le stop motion, ça permet de donner vie à l'inanimé. C'est surtout ça, la magie. Our film's called The Inventor, and I feel like everyone who works on it is also an inventor. Quand on plonge dans l'univers de Léonard et qu'on est dessinateur, on est tout de suite sensible en fait à ce trait-là, à son travail, à son imaginaire, à son inventivité. We knew we could do it with about 8 animators. So that means we've built 8 main characters, like 8 Leonardo puppets. Il y avait beaucoup de travail, il y avait 48 décors quasiment. En 10 mois, ça fait beaucoup. C'est vraiment un marathon, mais quand on voit ça s'animer, ça prend tout son sens, quoi.
The film is really a family film in the truest sense. It's for kids, it's for adults, it's really something for everyone. Hopefully everyone watching this will be excited to see it when we're all finished. It is going to be huge. It is made of Dans notre stone. métier, la première des choses, c'est de faire rêver les gens. All these things is just so fantastic. Alors, on est là pour parler d'une étude de cas. Comment on en arrive à faire un film avec Jim Capobianco, un vétéran de Disney Pixar, qui a bossé sur, qui a fait surtout tout le scénario de Ratatouille, qui a travaillé sur Le Bossu de Notre-Dame, sur Le Roi Lion, sur Nemo. Bref, comment on en arrive à être mis en relation avec un si grand talent? Eh bien, par rendez-vous raté ou pas voulu, ou bref. Moi, il y a un copain à moi, Ross Murray, qui était chez Cartoon Saloon, qui m'appelle un jour et qui me dit « Hey, j'ai un copain américain, il est à Folle Image, etc. Tu voudrais pas aussi le rencontrer ?» Donc, ce producteur américain arrive dans notre studio. Moi, je dis bah, « Bien sûr, enfin, venez ». On était en pleine préparation de Interdit aux chiens. On était en train de construire les derniers shooting sets, en fait. Et il arrive avec sa casquette vissée, vraiment à l'américaine. Et puis il a vu que on était au milieu d'un champ de patates, qu'on arrivait à faire des films avec des bouts de ficelle des fois. Et il a dit, ça c'est intéressant. Du coup, on a commencé à travailler à distance. Et puis, je leur ai proposé d'aller pitcher le projet à Cartoon Movie. Parce qu'ils ont, c'est une coproduction irlandaise, française, avec une IP, une propriété intellectuelle qui vient des États-Unis, mais en fait, le film est européen. Il vient d'Irlande. Du coup, je leur ai dit, écoutez, on va pitcher le projet. Donc, on se retrouve à Bordeaux. C'est la première fois que je vois Jim Capobianco en réel. Je lui serre la paluche à la descente de son avion. Et puis, on fait un pitch. Un pitch plutôt qui s'est très, très bien passé. Je suis très fier de cette photo. Je ne sais pas comment j'ai fait pour voir le photographe derrière moi. Je commence à perdre mes cheveux, d'ailleurs. On fait un super pitch. Les choses s'enchaînent, mais le problème, c'est que Covid en plein milieu, quelques jours après, alors qu'on avait déjà un vendeur inter, un distributeur français. Donc s'ensuit une grosse problématique pendant... on a dû arrêter le tournage de Interdit, on ne travaillait plus qu'à distance. Donc avec Jim Capobianco et toute l'équipe irlandaise, on décide de faire un Kickstarter, donc un financement participatif aux États-Unis, pour trouver les deniers parce que ça avançait pas, en fait, tout était bloqué. Et on avait besoin de finaliser le board, de faire des recherches graphiques. Et puis là, on fait une campagne Kickstarter. Alors c'était la bonne époque, hein, tout le monde était chez soi, à regarder les réseaux sociaux, on ne pouvait pas sortir. En une semaine, on récolte 100 000 $. Et en fait, comme des idiots, on avait mis notre goal en fait, à 100 000 $. On aurait dû mettre beaucoup plus, on aurait récolté beaucoup plus, mais bon, c'est toujours un pari risqué. Ce qui nous a permis, en octobre 2020, donc octobre 2020, on pitch en mars 2020, octobre 2020, on commence, de réunir une équipe. Et réunir une équipe, vous l'avez vu sur la première image, moi j'ai réuni, quand on est revenu de Cartoon Movie, en mars 2020, j'ai réuni autour d'une table, dans un restaurant qui n'était pas du tout végétarien. Donc là, Jim et Pierre-Luc se sont retrouvés, parce qu'ils sont végétariens, ils étaient là, mince. Et ils se sont retrouvés. Et ce qui est incroyable, c'est que Jim Capobianco connaissait en fait le travail de Pierre-Luc. Il organisait un festival à San Francisco depuis des années. Et en fait, il avait déjà projeté la série d'Émilie et Léon. Et donc, ils ont matché tout de suite. Enfin, Pierre-Luc peut en parler mieux que moi, mais il y a tout de suite eu une connivence sur la stop-mo, sur l'univers que Jim voulait mettre en œuvre, l'histoire aussi. Pierre-Luc est très attaché ou inspiré par le monde médiéval, vous avez vu avec tout ce qu'il a montré. Jim, on est plutôt à la fin du Moyen-Âge, la Renaissance. Hein. Mais il y avait la sauce a pris. Lors de ce repas, il y avait aussi Samuel Ribéron et puis d'autres artistes et techniciens. Et tout s'est emballé. Donc en octobre, Pierre-Luc, vous reconnaissez son style, hein, inimitable, a commencé à aborder quelques scènes. Ça, c'est la scène du pape dans la chapelle Sixtine, avec Jim. Donc encore une fois, des dessins de Pierre-Luc, qui accompagnaient Jim en fait
parce que Jim n'a jamais réalisé de films en stop-mo. Il avait réalisé des courts-métrages, il avait réalisé des end credits, par exemple de Wall-E. Mais c'est vrai qu'il était plutôt story artiste, donc storyboarder, raconteur d'histoire, qu'il écrit très bien. Mais il lui fallait quelqu'un qui sache comment faire de la stop-mo. Et qui de mieux que Pierre-Luc. Donc on a commencé à travailler des dessins, des artworks, parce qu'il fallait s'inspirer aussi de l'univers de Jim. Il avait déjà commencé à dessiner, mais il fallait aller plus loin. Donc les recherches décors avec Samuel Ribéron. On reconnaît aussi le style qui vous a été présenté avant, avec François-Marc Baillet, qui est ensuite devenu le directeur d'animation 2D, j'y reviendrai, et Annette Marnat, qui faisait le Cara Design. Et revoir en fait ces artworks, c'est assez sympa, parce que nous, on a vu les décors après, et puis on est très très proches. Ouais, très très proches, même si les perspectives ont été un petit peu... c'est l'univers de Pierre-Luc, de Samuel, c'est pas forcément retrouvé dans cette déstructuration des volumes, ces perspectives un peu déformées. On avait des contraintes quand même très dures en fait. Il fallait être précis. On traite de Léonard de Vinci, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est un mix des deux en fait, des deux univers. Là, vous voyez le château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, avec des perspectives différentes. On retrouve le style de Samuel, de Pierre-Luc. Dans la réalité, c'est un peu plus fixe. En fait, pour la petite histoire, on est allés tous ensemble au mois de décembre, fin novembre 2020, avec Pierre-Luc Samuel et François-Marc Baillet à Amboise, pour voir les châteaux, pour les visiter, pour prendre des infos, des photos et tout. C'était pendant le couvre-feu, donc on avait des plateaux repas dans notre chambre, on ne pouvait pas aller d'une chambre à l'autre, on avait le masque, pas un rad d'ouvert pour aller boire un coup, c'était horrible et en même temps, c'était génial. Parce qu'on découvrait en fait les châteaux, le château royal d'Amboise, le château du Clos Lucé et tous les bords de Loire, tout seul, visite privée, pas un seul touriste. C'était assez incroyable. Ça nous a vachement inspiré. J'avance. Léonard de Vinci, il a été interprété par Stephen Fry. On a eu la chance d'avoir un casting américain qui a vachement apporté au film. On tournait que avec cette version originale anglaise, avec des voix très très fortes, très incarnées, et avec les premiers dessins de Jim, puis de Annette Marnat, qui était character designer sur Vaiana pour Disney, Daisy Ridley, qui est la star de Star Wars, et qui en fait se trouve être une super actrice, hein, mais aussi une super chanteuse. On a eu beaucoup de mal pour la version française de trouver le pendant. Marion Cotillard, bien sûr. Matt Berry, que certains peuvent reconnaître dans Rick et Morty, une voix mais incroyable. Donc ça a vachement alimenté notre manière d'animer aussi. Du coup, en 2021, allez, on doit commencer, hein, la fab. Donc, perso, décor, tout. Dans un bâtiment de 1200 mètres carrés, sans chauffage, vide. Et Camille, c'est une des premières qui est arrivée. Oui, donc bonjour. Oui, au tout début, je pense que j'étais une des premières, la première technicienne, je pense, à arriver, en dehors des chefs de poste, bien sûr. Et en fait, ma mission, c'était de faire les modelages et les sculptures des personnages, donc pour pouvoir ensuite, du coup, à partir des dessins en 2D, de sortir des volumes de tout ça. Tout en ayant les contraintes aussi et d'avoir un dialogue aussi avec le chef marionnette et la chef anime et de rig pour aussi avoir comment expliquer ça? Mais pardon, j'ai été perturbée. Les rotules, donc c'est les parties de l'ossature de la marionnette, donc l'armature. Donc il y a des tailles un petit peu à respecter par rapport à la taille des marionnettes et des personnages. Et donc le truc, c'était d'essayer de faire attention au modelage et au diamètre, par exemple, des genoux, des coudes, etc., pour que les rotules rentrent bien dans le moule, sachant que ensuite
les personnages finaux et les marionnettes terminées avaient différentes textures et matières. Notamment, les corps étaient faits en mousse de latex et les bras et les mains en silicone. Donc il y a des contraintes aussi techniques par rapport à la mousse de latex qui rétrécit un petit peu. Donc ça, c'était à prendre en compte aussi au modelage, au moment du modelage. Et donc, moi, j'ai fait les corps en plastiline pour pouvoir ensuite les recouper, justement, pour prévoir les moules en mousse de latex qui étaient différents des moules, des tirages en mousse de latex et des tirages en silicone. Donc, comme les corps étaient en mousse de latex, les moules étaient différents des mains, en fait. Et aussi, on a essayé de réutiliser un maximum les différentes anatomies des personnages en essayant d'économiser au maximum du coup, le modelage et les moulages pour pouvoir recombiner des bouts de corps qui pouvaient correspondre à d'autres personnages. Par exemple, on avait un corps type A, on va prendre cet exemple-là, et des bras type A, B, etc. Et du coup, ensuite, on remixait, par exemple, un corps A avec des mains C. C'était une espèce de puzzle et un petit casse-tête au début quand même pour que tout fonctionne et que tout soit réadaptable par la suite. Et ensuite, bien sûr, il fallait faire les têtes des personnages. Donc là, j'ai utilisé pas forcément de la plastiline, de la pâte à modeler, mais j'ai utilisé une pâte qui durcit de manière à pouvoir être encore plus précise et d'avoir vraiment des masters qui soient le plus propres possible pour qu'il y ait le moins de retouches possible. Ensuite, lors du tirage des têtes qui étaient faites, elles, en résine. Et donc, il y avait, je ne sais plus combien de têtes à faire, mais peut-être une quarantaine ou une cinquantaine, je crois, par rapport aux personnages qu'il a. Pour les personnages principaux, on ne peut pas réutiliser les têtes pour d'autres persos, puisqu'ils sont quand même leur caractère et leur personnalité. Mais par contre, pour les personnages secondaires et tertiaires, on a essayé d'optimiser aussi les têtes en faisant des têtes assez neutres, de manière à pouvoir les réutiliser pour des personnages féminins ou masculins en ajoutant des cheveux, des moustaches, des chapeaux, des choses comme ça, pour, avec une seule tête, parfois faire 2 voire 3 personnages quand c'était possible. Donc voilà, c'était avec des petits tableaux pour essayer de ne pas s'y perdre. Et voilà, je crois que oui. J'ai fait à peu près le tour de tout ce qui est... En tout cas du modelage, quoi. Voilà. En sachant qu'ensuite, comme d'habitude, en stop-mo, prennent le relais le tirage, le silicone, etc., les armaturistes que vous avez vus derrière nous, les costumiers, en la personne de Pauline Valls, que vous avez vu en vidéo, qui était notre chef costumière, avec énormément d'enjeux sur les costumes, sur les matières. On est à la Renaissance, donc il fallait du satin, il fallait du cuir. Donc, c'est pas très vegan, mais on a fait du recyclage des tanneries roux qui sont à Romans-sur-Isère. En fait, on s'est retrouvé avec, ça a été aussi utilisé sur les accessoires, du cuir qui était des chutes de cuir des ateliers Vuitton, Hermès. C'est un peu la classe. Et en même temps, c'était que des restes, du recyclage. Les armatures, c'est un gros enjeu et que tu as très bien expliqué, oui. C'est le lien entre comment on fait une sculpture en volume, premiers essais, pour que ça fitte avec l'armature et inversement. Donc, et aussi de dialoguer beaucoup avec François ou avec Kim ou avec Oscar aussi après, qui étaient sur les marionnettes et par rapport à la préparation de où est-ce qu'on va couper les bras, par exemple, pour changer la matière entre le silicone et la mousse de latex. Et aussi, gros truc important aussi, c'est d'être au maximum symétrique sur les modelages, parce que ensuite, quand les costumiers et costumières doivent travailler derrière, si on a un truc un peu asymétrique, alors là, ça peut vite être la galère pour les personnes qui arrivent derrière. Donc après, c'est souvent des dialogues permanents entre
tous les postes pour que le travail en amont soit pas, comment dire, de pas mettre des bâtons dans les roues pour les postes suivants, quoi. D'essayer d'avoir quelque chose de propre et de le plus précis possible pour faciliter le travail de ceux qui viennent après, quoi. Du coup, un ping-pong régulier et donc une solidarité dans l'équipe. Alors avec des hauts et des bas, hein, comme sur toute prod, mais là vous avez un test d'anime de l'armature qui permet de donner aussi des indications sur comment faire le corps ensuite avec ses contraintes, avec ce qui est nécessaire à l'histoire, nécessaire au film. On a en compte aussi les différentes échelles. Tout à fait. Enfin, il y a une seule échelle dans le film, mais il y a la différence. Enfin, je ne sais pas si tu avais le line-up tout à l'heure. Et on voit en fait la différence entre le pape là qui est en rouge et qui est très très gros et je crois que le page ouais, et la petite là en bleu. Toute petite. On voit la différence de taille des personnages qui est à prendre en compte aussi à la fabrication. Donc avec d'autres techniques, par exemple le pape, il avait une substitution pour sa bouche. On n'était pas sur des stickers qui étaient utilisés sur les autres personnages. Donc voilà, à chaque personnage, une technique différente. Léo, par exemple, il n'avait pas de sticker parce qu'il avait une barbe en laine. On n'avait pas forcément le budget de faire du remplacement d'une barbe en laine. Enfin, on a fait des tests et ça ne marchait pas. Donc il avait une bouche aimantée, un peu à la Wardy ou à la Interdit aux chiens. Donc à chaque personnage aussi, des contraintes. Des contraintes de design, des contraintes techniques. Et ce ping-pong entre la créa 2D pure, la sculpture et ensuite les étapes techniques, c'était assez sympa. Et de prendre en compte aussi, par rapport aux têtes, par exemple, il y en a qui ont des barbes, d'autres qui ont une moustache ou des chapeaux ou des cheveux qui viennent ensuite. C'est au moment du modelage de se poser la question de est-ce qu'on va faire un pré-volume pour pouvoir coller de la matière dessus ou alors est-ce qu'on va faire comme si, par exemple, ce personnage était rasé de près et rajouter ensuite la matière. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser pour les cheveux, par exemple, aussi, ou les chapeaux. Comment est-ce qu'on va faire que ça colle parfaitement et que ça parte pas un peu dans tous les sens, ou prévoir aussi des fois des fixations sur les têtes pour les cheveux, les chapeaux, les moustaches, les yeux, faire des emplacements pour les yeux aussi, faire comme des systèmes de petits plugs là qui se... Voilà, les yeux étaient aimantés, mais avec un petit trou pour plus facilement les axer. Et sur les cheveux, en fait, une grosse problématique. On a fait plein de tests en laine cardée, etc. Mais finalement, le look le plus proche de ce que voulaient Jim Capobianco et Pierre-Luc, c'était ces fameux fils de coton collés un à un. Alors ça va quand on a un personnage unique, mais quand on a des doubles, des triplés, des quadruplés, des quintuplés du même personnage, il fallait qu'on soit exactement pareil, sinon ça allait se voir. Alors à quelques millimètres près, c'est tout le charme de la stop-mo, mais il fallait quand même que ce soit pareil. Du coup, on a fait des moules de cheveux en latex et qui sont devenus des portants, des sortes de perruques, de casques qu'on pluguait sur les têtes en résine. Et finalement, on n'avait plus qu'à suivre, enfin, moi j'ai rien fait, hein. C'est les artistes et techniciens qui ont collé, mais en suivant les stries du moule. Du coup, l'implantation de ces fils de coton un par un collés, elle était beaucoup plus facile et puis beaucoup plus régulière. Voilà, ça c'était un des défis qui arrivait tardivement, et la solution aussi tardivement. Donc, moi je crois que j'étais déjà plus là. Oui, c'était déjà plus là. C'est le cas sur François Ier, qui a une chevelure qui est exactement pareil pour les 6 exemplaires de François Ier. Donc un sacré défi. On va passer au décor et aux accessoires. Allez, j'avance vite, parce que j'ai beaucoup de slides, si vous voulez qu'on rentre dans les détails. Les décors. Les décors, on avait notre chef décoratrice, dont on a déjà cité le nom, Marion Charrier, qui a pas mal d'expérience depuis le temps en décor et en stop-mo. Le truc, c'est qu'on a décidé de faire appel à des constructeurs qui venaient plutôt du théâtre, du live, des peintres qui venaient aussi du live, de la prise de vue réelle, pour un peu mixer les techniques, mixer les savoir-faire,
avec une sacrée ambition, c'était de faire des décors en éco-conception. Donc en fait, on a très peu utilisé de matière plastique, un petit peu de styrodure et de polystyrène, mais vraiment très peu, surtout du bois. Très peu de colle. On a banni certaines colles qui sont cancérigènes au studio depuis maintenant plus de 3 ans. Donc c'est une tannée de trouver des colles qui collent aussi bien et qui soient bio, etc. Mais on essaye. Voilà, on fait du bio, comme dit Yves. On essaye en tout cas de faire de la production bio. Je ne sais pas si ça marche, mais... Et du coup, nos décors, ils sont totalement recyclables en fait. On peut les démonter, les remonter. C'est ce qui nous a permis après de faire de très belles expositions. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, il y avait aussi un problème d'échelle en fait. On ne pouvait pas trop s'amuser à avoir un château du Clos Lucé qui ait des dimensions qui ne soient pas celles proches du Clos Lucé. On est quand même dans la dernière demeure de Léonard de Vinci. Et puis le pape qui faisait cette taille, la chapelle Sixtine, il fallait qu'il rentre dedans. Donc très compliqué de qualifier un petit peu le nombre de mètres qu'il nous fallait, de mètres carrés. Là, vous avez le château du Clos Lucé, qui, quand on est devant, il est quand même très très grand. Il a voyagé, il est très détaillé, c'est vraiment une réplique parfaite du château du Clos Lucé, mais avec des techniques d'enduit naturel. Les tuiles, elles sont faites avec de la matière peinture qui est travaillée en fait. Ce n'est pas des petites tuiles qu'on a ajoutées une à une. On a vraiment taraudé la peinture, comme si on travaillait de la peinture à l'huile. Ça donne ça à l'image du film. Donc avec ces fameuses vitres qu'on a fait au plotter numérique avec des fichiers Illustrator pour aller encore plus vite. La grande maquette, alors c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. On a fait une énorme maquette du château royal d'Amboise pour des arrière-plans. Bon, elle arrive très souvent dans le film, mais elle est gigantesque, mais on avait besoin de plein d'axes, etc. Si c'est à refaire, je ne sais pas si on le referait. C'est un peu trop imposant, quoi. Mais c'est magnifique. Les décors, ils ont été travaillés aussi sur la lumière et sur leur liaison avec les accessoires. Alors, il faut savoir qu'à la Renaissance, le château royal d'Amboise, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, c'est bien. Et en même temps, il fallait un peu meubler. Et si vous allez visiter le château royal d'Amboise, à Amboise, ce décor-là, la salle du trône, est dans la salle du trône. Une mise en abîme dingue, assez intéressante. Donc vous voyez, la réplique de Amboise, elle est utilisée juste pour quelques plans où on travaille sur des axes. Claire, Baucher, Camille, donc toute une équipe de peintres, de décorateurs qui ont travaillé dans des conditions pas forcément évidentes parce que c'était en plein post-Covid, donc on voulait transformer le studio avec de la clim, chauffage un peu partout, adapté à la stop-mo. Sauf que problème d'approvisionnement, les techniciens qui tombaient malades avec le Covid, donc ça tardait. On a eu des épisodes où on a eu un petit peu froid, mode. Ouais, ça a été compliqué. Et puis d'un coup, tout fonctionnait, et puis là, on était bien. Voilà. La seconde vie, pour moi, elle est importante. En fait, on anticipe aujourd'hui toutes nos productions. On avait déjà expérimenté ça sur Interdit aux chiens aux Italiens, où on avait proposé à tous nos copros et prod délégués de faire une exposition au Centre du patrimoine arménien et des migrations de Valence, qui s'était réapproprié le film pour expliquer ce qu'était un film en stop motion, mais aussi l'histoire. Donc on avait réutilisé des décors, on avait aussi soumis l'idée de faire des valises. Parce qu'on avait expérimenté ça sur Wardy où Mats Grohroud se baladait avec une valise avec des lumières dedans. Et dès qu'il y avait une représentation, il ouvrait la valise, puis il y avait les puppets dedans et ça marche du feu de Dieu. Donc on a soumis cette idée à Alexandre Cornu de Interdit aux chiens, le producteur délégué, de faire des valises. C'est entièrement connoté avec le sujet du film, la valise, voilà, c'est des migrants. Et du coup, les valises devenaient des décors de mise en lumière des puppets pour une exposition que vous avez pu voir aussi à Annecy puisqu'on avait réussi à faire une petite expo avec ces valises. Et du coup, ça nous a donné l'idée d'aller encore plus loin et de faire une seconde vie de tous nos décors parce que je refuse de les jeter, je refuse de les brûler. De toute manière, je n'ai pas envie, je vais les recycler au pire.
Mais depuis l'année dernière, il y a 3 expositions qui tournent, peut-être une 4e bientôt. Cité du chocolat Valrhona dans la Drôme. Vous me direz le lien avec le chocolat, mais bon, on a trouvé un lien. On a un petit peu changé un petit peu l'histoire. Château Royal d'Amboise, donc où on a les décors dans les vrais décors. C'est assez perturbant. Et le château du Clos Lucé, qui là nous a mis à disposition 400 mètres carrés où on explique toutes les étapes de fabrication d'un film. C'est assez génial. Ils en sont à plus de 50 000 visiteurs, donc c'est un vrai succès. Voilà, seconde vie. Les accessoires, j'ai été un petit peu long. Bonjour. Non, c'est où tu veux commencer là et après moi je. Non, vas-y. Ok. Eh ben bonjour tout le monde. Donc moi j'ai été chef accessoiriste sur Léo sur un tiers, donc sur la dernière partie. Donc j'ai été appelée par Marion Charrier. J'avais tenté d'envoyer mon CV comme ça sur ce projet. Je me suis dit bon, on verra bien. Et en fait, elle m'a appelée en me disant, bah voilà, est-ce que ça te dirait d'être chef accessoiriste, donc ce que je n'avais jamais fait. J'étais accessoiriste depuis, j'ai fait mes premiers stages il y a 20 ans maintenant, mais j'avais jamais du coup géré une équipe. Donc du coup, elle m'appelle et puis je lui ai dit, ben, mais moi, t'es sûre? Elle me dit, oui, c'est bon, ça va le faire, ça va être cool. Et donc je me suis dit, ben, je vais aller voir. J'étais à 1 heure de route à ce moment-là quand elle m'a appelée. Je lui ai dit, ben, écoute, je viens demain. Et j'ai fait la visite des studios et du coup le test c'était est-ce qu'au bout de 5 mois les gens sourient encore en travaillant sur ce projet parce que c'est un gros marathon et c'était le cas. Du coup je me suis dit allez ça va être c'est parti quoi, j'y vais. Et du coup j'ai pris le relais du beau travail d'Alix Lenné qui avait fait un travail d'orfèvre avant. Et pour moi, j'étais ravie aussi parce que depuis petite, où je démonte les montres, les postes radio, etc., je me suis dit, si j'y vais pas sur ce projet-là, c'est que vraiment, j'irai jamais. Et du coup, j'ai rencontré toute l'équipe des accessoiristes qui était incroyable et aussi des stagiaires dont on oublie souvent de mentionner le travail, mais qui sont vraiment essentiels pour ces gros projets. Et du coup, moi je suis arrivée la première semaine et j'ai dit ok, il me faut des gommettes, des post-it, des fluos parce que là c'est un film hyper gros, je sais pas comment je vais réussir à m'y retrouver. Donc voilà. Et après, moi l'essentiel du travail vraiment était que l'équipe soit bien. C'était vraiment mon souci principal parce que vraiment c'est un engagement qui est quand même assez gros. Enfin, moi, par exemple, quand je suis partie, j'ai une vie privée, j'ai une vie sociale, je montais une épicerie à côté, ça faisait des années. Donc là, on se dit, bon, ok, je vais partir de chez moi pendant tant de mois. Donc, si j'y vais, c'est pour rencontrer des gens, rencontrer un projet et mener ça au mieux. Donc voilà, mon souci c'était ça. En plus, moi j'arrivais donc pleine d'énergie, genre gros challenge, j'y vais. Et donc tout le monde avait aussi les 6 mois de fabrication un peu dans les pattes, mais ils étaient ravis, hein, mais c'est juste qu'il y a une fatigue, c'est ce qui est normal. Du coup, il y avait vraiment ce souci de changer un peu la config, de mettre au cœur un peu l'équipe. Et il y avait vraiment ce truc de solidarité que j'ai trouvé ça très chouette, mais qu'on retrouve aussi quand même je trouve, dans différents studios. Enfin, le stop motion crée ça aussi, je trouve vraiment. On en parlait hier, enfin, à la conférence, et je trouve ça vraiment réel. Alors, cette équipe a fait un travail donc de dingue. Donc j'ai fait partie des personnes qui allaient tout le temps solliciter Pierre-Luc en disant « Mais du coup, cette épée flexible, t'en penses quoi si on l'a fait comme ça ?» Donc je ne suis pas allée dans sa grotte après, je l'ai laissé tranquille. Et voilà, là où je trouve aussi ça super sur ce projet, c'est que vraiment, en fait, tous les corps de métier étaient sur le lieu. Ce qui aujourd'hui est devenu en fait assez rare parce qu'avec les coproductions, du coup, il y a énormément de départements qui sont mis à différents endroits, alors que là, il y avait la fabrication des décors, les marionnettes, les costumes, etc. Donc, ce qui pouvait en fait nous permettre aussi d'être très efficace parce que en fait, le pape qui est un gros popotin, il faut lui faire un fauteuil. Je vais au département des marionnettes pour aller récupérer une silhouette. Ou comment est-ce que ça s'intègre dans le décor, etc.
Et voilà, parce que vraiment, ce qui est très important pour les accessoires, donc il y a vraiment 2 types. Il y a les accessoires donc, qui permettent de créer vraiment toute l'atmosphère du film, l'univers. Donc là, on peut tricher, vraiment, on peut juste créer la face visible de l'accessoire. On peut le fabriquer en matériaux lourds ou avec des choses recyclées, etc. Mais par contre, il y a les autres accessoires qui, eux, jouent. Donc soit ils bougent, soit ils sont en interaction avec les personnages. Et du coup, là, il faut se renseigner sur quels sont les points de rig, etc. Et là, il faut que ce soit en général des accessoires très légers, mais en même temps aussi hyper costauds pour pouvoir les manipuler. Donc moi, c'est ça aussi que je trouve vraiment passionnant dans les accessoires, c'est qu'il y a... tout le temps à réinventer trouver une nouvelle technique pour faire jouer l'accessoire. En sachant qu'on ne peut pas toujours aller vraiment au bout parce que, par exemple, pour tout ce qui est accessoires flexibles, des couvertures, des choses qui volent, etc., il y a aussi des préférences selon les animes, et sauf qu'on ne sait pas encore qui va animer le drap qui s'envole. Donc voilà, mais ce que je trouve assez magique avec l'expérience, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a une solution de trouver. Donc ça, voilà, il faut croire là-dedans. Tout problème a sa solution. Il n'existe pas de problème que des solutions. Mais sur le moment, des fois, on n'y croit pas trop. Hein. Mais bon. Voilà. Et aussi, je me rappelle d'une question donc, pour ce making-of qui m'avait été posée, parce qu'il y a des accessoires qui sont hyper impressionnants, donc comme le bateau qui a été fabriqué par Florentin. Pour moi, il n'y a pas de sous-accessoires. C'est en fait un film, c'est l'ensemble. Donc tous les parchemins qui ont été faits, tous les livres qui ont été faits, tous les chevalets qui ont été fabriqués, etc. C'est aussi des bateaux comme ça. Donc ce qui est important, c'est que plutôt ça tourne et que je crois, moi, dans l'idée qu'à partir du moment où on aime l'objet qu'on doit fabriquer, ben, on est la meilleure personne pour le faire. Du coup, l'idée de base, c'était tous les 15 jours, je recevais une liste de Marion qui s'était occupée du dépouillement. Heureusement que c'était pas moi qui ai fait ce truc-là. Et du coup, elle me donnait la liste des accessoires. Et du coup, on essayait de commencer par un point à lire toute la liste pour les 15 jours. Et que ensuite, chaque personne puisse dire bah, moi j'ai bien envie de faire ce truc-là, moi celui-ci, etc. Et du coup, dans l'équipe, ça fait que bah, on fait des fois un peu de concessions, des compromis en disant bon ok, je vais faire la botte de foin, d'accord, personne ne veut la faire, je vais faire la botte de foin animable. Donc il y a des accessoires un peu comme ça, mais voilà, sinon c'est... L'idée c'était ça, que pour moi, les objets qu'on aime, c'est ceux qui vont après être les plus beaux et fabriqués de manière la plus efficace, quoi. Voilà. Et puis il y a des petits bijoux. Il y a des petits bijoux comme ce paddleboat. Pour la petite histoire, en fait, on a des machines dans le film qui sont issues des codex de Léonard de Vinci. Donc les codex, c'est les fameux petits carnets de Léonard de Vinci qu'il écrivait à l'envers. Bon, en fait, c'est que juste qu'ils sont super transparents. Donc les gens, croyaient qu'il écrivait à l'envers. Bon, bref. On s'est basé en fait sur ces vrais dessins. Et Jim voulait dans le film plusieurs scènes avec ce fameux bateau à pédales actionné avec 2 systèmes. Sauf que dans les codex, on a un tout petit croquis du mécanisme intérieur que vous voyez sur votre droite. Et on a rencontré Dassault Systèmes parce qu'ils étaient partenaires du Château du Clos Lucé. Ils faisaient de la modélisation des inventions de Léonard de Vinci en 3D. Et on leur a dit, bah, nous, on aurait besoin de 5 machines un petit peu particulières, une grue, un pont pivotant, le paddleboat, etc. Et on a organisé, c'était pendant le Covid, donc en 2020-2021, un grand concours international auprès de tous les ingénieurs utilisateurs des logiciels de Dassault Systèmes, qui, je le précise, c'est la branche informatique. Hein. Ils ne font pas que de l'armement, ils font aussi du médical, ils font de l'architecture, c'est SolidWorks, c'est CATIA, etc. Et en fait, on a lancé un grand concours international et on a eu plein de gens qui ont répondu. Il y a 1500 ingénieurs qui ont modélisé, mis en œuvre les engrenages du bateau. Et on s'est rendu compte avec Florentin, qui a fait le bateau, que ce qu'on avait les vues éclater ensuite en 3D, c'était génial. Les impressions 3D chez Dassault, on a pu analyser comment Léonard avait fait son système de pédales qui avance de gauche à droite, sans que les roues fassent ça.
En fait, il avait déjà utilisé les roues crantées des mouvements d'horloger. Alors bien sûr, on a triché, nous, on n'avait pas besoin de ça dans le film. Néanmoins, c'était hyper passionnant pour un accessoiriste de découvrir que d'autres technologies pouvaient l'accompagner dans sa création. Il y avait des plans, mais il y avait surtout une communauté qui se créait. Et Florentin, il est super fier parce que ce bateau, en fait, il a été mis en avant partout dans toutes les communications de Dassault. Et il se retrouve aujourd'hui dans le campus mondial de Dassault avec des super spots, etc. Voilà. Et c'est l'œuvre d'un accessoiriste d'un film stop motion qui se retrouve dans une des plus grosses boîtes du CAC 40 qui fait du logiciel 3D. Moi, je suis super content. C'est une revanche vis-à-vis de la 3D. C'est assez marrant, quoi. Je vais passer rapidement sur les lumières parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Je vais accélérer un petit peu et juste dire que Maud, elle est super humble parce qu'elle est arrivée. Alix, c'est un super accessoiriste, mais alors c'était un peu le bordel. Et Maud, elle est arrivée et elle a tout mis, mais en une semaine. C'était des post-it, des fluos, tout était carré. Il y avait c'était une campagne militaire. Et tout ça dans la bonne humeur. Non, mais dans la bonne humeur. Non, mais c'était organisé. C'est incroyable. Elle fait preuve de beaucoup d'humilité, mais moi j'ai été ébahi de la voir arriver comme ça en plein milieu d'un tournage et de tout organiser. C'était incroyable, incroyable. Et puis tout le monde était ravi, donc ça prouve que voilà. Je fais beaucoup de compliments, mais c'est sincère. Donc voilà. Les lumières. Vous voyez le chantier de l'installation du chauffage, dont Camille n'a pas bénéficié, qui est une de nos grosses avancées, c'est-à-dire qu'on a mis un système de chauffage pompe à chaleur réversible clim dans des studios truss aluminium de Stopmo. Donc pas d'écoulement d'air sur les décors, sinon on est complètement foutu. Et l'installation de tout notre système lumière LED DMX au plafond pour minimiser au maximum l'emprise au sol des câbles, des projecteurs, et ce qui nous a permis de travailler de nouvelles sources lumineuses avec des cyclos, de pouvoir jouer sur des gobos. Vous voyez que les nuages qui sont sur ce fond, ce sont des nuages faits de lumière. On ne peint plus en fait. On va même un peu plus loin, on peut jouer plus avec des dédos, mais avec des découpes directement sur les lumières, tout contrôlé en DMX, ce qui sublime d'une manière ou d'une autre les décors, les accessoires, les puppets. En fait, la lumière n'est qu'un reflet du travail amont de toutes les équipes. Et c'est ça qui était super intéressant et que Maud a rappelé, c'est qu'on était tous ensemble, donc on pouvait partager. Autre innovation, c'est que nos fonds verts, ils sont tout automatisés. Donc en fait, on fait plusieurs passes automatisées. Donc l'animateur se concentre. Pour le coup, c'est Patricia Sourde, l'animatrice, parce qu'il y avait beaucoup plus d'animatrices. On est à 60% de personnel féminin dans le studio. Elle se concentrait sur l'anime et elle ne se préoccupe pas de la plate, de la take avec fond vert. Tout est automatisé. Ce qui nous a permis d'aller un peu plus loin dans la lumière, dans le jeu des gobos, dans le jeu des lumières en fond, les micro-LED aussi, qui étaient, on avait très peu utilisé les micro-LED sur Interdit aux chiens. Là, on avait une équipe qui était maître, qui venait d'Angleterre et qui était maître de ces techniques. On a pu rajouter de véritables bougies qui éclairaient le personnage quand il approche la bougie, c'est-à-dire qu'en animation, on avait une lumière qui jouait. Donc on est allé très très loin. Il y a une scène dans le film, si vous l'avez vu, où Léonard craque un petit peu, je vais dire ça comme ça, et là on a joué à fond les couleurs hyper fluo, les découpes, etc. C'est un moment d'explosion, donc il fallait le jouer à fond. Toutes nos technos en RGB ont permis de faire ça. L'animation, on a commencé, vous avez vu tout à l'heure le test de l'armature, et après, moi, des choses que j'adore, c'est des tests de gymnastique, comme dit Kim Kekeler, notre directrice d'anime, qu'on ne présente plus, c'est Kim. Voilà, c'est elle qui organise tout, des rigs aux armatures, au recrutement des animateurs ou des stagiaires qu'on essaye d'employer derrière, et généralement on y arrive, donc on est assez content de ça aussi.
Puis les tests de gymnastique, Why ça can't permet you de faire just des be trucs. satisfied with painting pretty things? Pretty things for the everlasting glory of the Lord, like a good little artist. Il y avait un gros challenge sur la voix de Matt Berry, qui a une sacrée gouaille, dans le pape, qui est déjà super imposant, et donc la substitution, qui était une technique très particulière pour ce perso, qu'on a confié à Casey Salangad, italien-britannique, c'est un peu compliqué, mais qui a eu un Annie Award de Best Achievement in Animation, en plein milieu du tournage. Donc il s'est absenté 3 jours. Il nous a demandé, je peux m'absenter 3 jours pour aller à Los Angeles récupérer mon prix? Bah oui, mais il est revenu 3 jours après, dingue. Les tests, ils ont été réalisés au tout début, dès qu'on a eu les puppets, par des lead animators. Tobias, qui était un des super lead animators sur L'île aux chiens, Marcos Valin. Enfin, voilà, on a eu des lead animators qui ne sont pas restés très longtemps, parce que tout de suite, on avait des animateurs d'expérience, Marjolaine Parot, Patricia Sourde, tous les Britanniques qui étaient venus, César Linga, des Espagnols, enfin 16 nationalités en tout sur ce film, jusqu'à 120 personnes, donc plein de talents, qui revenaient comme Kim, notre chef anime, et Fabrice Fèvre, notre directeur technique, des États-Unis, de Shadow Machine, de Pinocchio. Parce que pendant la crise du Covid, nous, on avait développé tout un pipeline dont je vais en parler juste après. Enfin bref, tout le monde revenait des États-Unis, ils en avaient marre, ils étaient coincés là-bas pour partie. Nacho, César. Et puis, il y a eu toute l'animation 2D, qui n'était pas prévue au départ à Foliascope, et qui, par le jeu des financements ratés au Luxembourg, en fait, nous, on était plus rapides. On était là. Et ce qui est génial, c'est que dans ce film, il y a des interactions 2D stop-mo qu'il fallait faire quasiment sur le plateau. Enfin, c'était assez complexe de les faire à distance. Je sais que les publics adorent ce genre de petits slow time-lapse de la stop-mo, parce qu'on voit voilà, la technicité, le travail de longue haleine. Et c'était vraiment chouette parce que pour la première fois, on avait un studio où les animateurs se sentaient bien, l'équipe lumière aussi. Moins de câbles, moins de pression en termes de lumière, etc., de chaleur, pas de débardeur, donc moins de risques d'autres choses qui peuvent arriver et où on lutte contre. Et je passe au compositing VFX. Donc on a noué un partenariat avec Blackmagic, avec tous les outils Resolve, que ce soit, alors je vais parler technique, désolé, que ce soit les outils d'editing, de couleurs, de son avec le module Fairlight, ou que ce soit le compositing et les VFX avec Fusion. Plus corrélé à alors il change de nom tout le temps, c'est ShotGrid, qui est devenu machin, qui est devenu Shotgun, ShotGrid, et maintenant c'est Flow Production Tracking. Autodesk, merci Autodesk, qui augmente ses tarifs de tous les mois. Bref, et la post-prod, en fait, devait être faite pareil à l'étranger, et finalement on l'a récupérée chez nous, mais on avait besoin d'un studio qui puisse envoyer du bois, comme on dit, en VFX avec un pipeline Nuke que nous n'avons pas. Donc on s'est allié à In The Box, le studio d'Annecy, qui sont incroyables, ils sont aussi fous que nous. C'est-à-dire qu'ils ont une render farm dans un meuble Ikea avec des ventilateurs. C'est le genre de truc qu'on aime bien, nous, la démerde et le recyclage. Sur les VFX, en fait, on est parti d'un principe, c'est qu'on avait envie de allier les VFX, le compositing et toute cette partie qui est souvent, on verra ça au compo, de l'anticiper et surtout de la coordonner avec nos outils de suivi de prod, avec les accessoires, les puppets, etc. Et aussi en essayant de réduire au maximum l'empreinte CO2, parce que c'est ce qui bouffe le plus. Du coup, on a réussi à faire du rendu d'image, que je vais vous expliquer après, au travers de tous les Mac mini qui consomment 30 fois moins d'énergie que n'importe quel PC, des animateurs. Parce que un animateur sur DragonFrame avec un double écran quand il anime, la puissance de calcul utilisée par un DragonFrame, c'est que dalle. Donc l'ordinateur, il a de la ressource pour faire plein d'autres choses, dont du rendu image.
Donc optimiser les investissements, optimiser les ordinateurs et la consommation électrique. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plusieurs passes automatisées et puis après du compositing facilité avec à chaque cliché pris par l'animateur, on éteint les lumières automatiquement en 1 microseconde, on prend un shoot en fond vert. Comme on a fait une plate avant du décor, on empile les 3 images, vu qu'on a les 3 images tout le temps sur tous nos shots, et on fait du rig removal quasiment instantanément. Ce qui nous a permis de faire ces trucages d'eau avec de la 2D, ce qui nous a permis de faire de vraies combinaisons de ciel qui s'animaient par moments. Grosse problématique, les ciels. Donc vous voyez le fond vert, le shoot avec les gobos et la lumière projetée sur le fond bleu, et après la recomposition à partir de ces nuages, parce que voilà, les nuages en LED, en projection, c'est bien, mais il fallait les travailler encore plus. Expérimentation de Interdit aux chiens, on a une scène magnifique où Luigi fait un spectacle d'ombre chinoise, si vous vous rappelez, au feu de camp. On avait déjà expérimenté cette projection d'ombre, alors projection d'ombre et 2D. Et en fait, on mixe les deux pour donner cette illusion qu'on a de vraies ombres qui s'animent sur un plateau stop motion. C'est en partie vrai et en partie faux. Donc on avait expérimenté ça sur Interdit aux chiens, et puis là, sur Léo, on l'a utilisé à bloc sur pas mal de persos. Encore du time-lapse, parce que vous voyez le rig removal, ensuite, on ne voit plus les rigs. Il faut savoir qu'avec une équipe sur un long métrage de ce type, et leur expérience, on travaille beaucoup avec les rigs. C'est vraiment une manière d'animer très particulière. Je passe très rapidement parce que j'en ai des milliers de photos et d'images. La 2D, c'est de la 2D tradi, partenariat avec TV Paint qui nous accompagne depuis des années, avec qui on développe de nouveaux outils. Et là, pareil, on avait un mix en stop-mo, mais aussi des grandes parties animées, toutes faites en tradi digital avec 2 directeurs d'animation 2D, parce qu'il y en a une qui a eu un petit bébé, donc Fang Wei. C'était un des bébés de la prod, on était super contents, et qui a été remplacé par François-Marc Baillet, qui est notre prochain réalisateur de notre film en 2D. Et donc, grosse problématique de tenue du perso 2D, parce qu'il fallait sortir en fait du design figé de la stop-mo pour aller dans des déformations et en même temps qu'on garde la ligne tout en la transformant. Donc ça, c'est une scène assez complexe. On part de la stop-mo, on part en 2D avec des grandes déformations et on retourne sur la stop-mo. Vous verrez dans le film, c'est une scène que moi je trouve assez réussie, mais je ne suis pas très objectif. Pour le montage, pareil, le même outil, DaVinci Resolve, qui nous permet de shooter et d'avoir un montage au jour le jour, donc de pouvoir corriger. Donc Pierre-Luc, Jim, Nicolas, qui est le monteur du film, se retrouvaient et pouvaient décaler, jouer avec le son, parfois jouer avec la couleur, avec le préétalonnage. Pardon, le son, peut-être couper, comme ça je peux continuer à parler, à blablater. Le jeu des accessoires, là on le voit. On le voit avec tous les livres que l'équipe de mode a fait, et que mode aussi a fait, on en a fait quelques-uns. Donc avec ce fameux cuir qui vient des tanneries Roux. Et tous ces petits éléments, on est à la Renaissance, donc il fallait les sublimer. Un plan assez compliqué où on a 3 persos dupliqués, mais avec une transparence qui vient. Il y a des plans qui étaient vraiment pas faciles. Là, vous avez encore du rig. Le key, pour les techniciens, quand on est sur du blanc, le key pour du blanc est assez complexe, mais avec Fusion, avec le VFX nodal, on arrive à faire un key assez facile pour ne pas avoir cet effet grisé et pouvoir découper très rapidement tout ce qu'on veut découper. Je fais simple. Ce compositing, on a fait toute une équipe, on a rassemblé toute une équipe avec des spécialistes de ces outils-là, qui ne sont pas forcément les plus enseignés. Ça commence, mais voilà, sur la 2D, on est toujours sur du after. Sur de la stop-mo, il y a encore de l'after, mais nous, on est passé sur Resolve qui
permet de répliquer plus facilement des process de compositing, de VFX, de manière assez automatisée. Je passe parce que sinon, ça va être très long. L'étalonnage, c'est la seule partie qui a été faite hors de France avec l'enregistrement des voix anglaises. Donc, c'est un film, on n'est que producteur exécutif, mais 90% de la production a été faite en France, jusqu'à la commercialisation, on va dire ça comme ça, ou le marketing ou les expos. Des fois, on se demande comment on fait ce métier. Bref. C'est Egg en Irlande. Comme on a un process, je rentre un peu dans la technique. Vous êtes prêts? En fait, dès Interdit aux chiens, on est passé sur Resolve. On a formé nos opérateurs compos, le monteur, etc. C'était avant le Covid. On a développé pas mal de scripts en Python pour faire de l'automatisation. Il se trouve que c'est à ce moment-là que notre directeur technique a été appelé par Shadow Machine Pinocchio. Sauf qu'il ne pouvait pas aller aux États-Unis. Il avait son visa, mais interdiction d'aller aux États-Unis. Donc, il a répliqué les premières briques de ce pipeline Resolve, Dragon, Python, ShotGrid, etc. chez Shadow Machine. Donc, en développant encore plus, donc pendant Pinocchio, quand il a fini par y aller, il a encore développé. Et puis, c'était prévu qu'il revienne pour Léo. Eh bien, il est revenu avec tout ce qu'il avait appris ou codé sur la grande production de Guillermo del Toro. Donc, je suis très, très content parce qu'on a un pipeline et des outils numériques pour faire de la stop-mo qui ne nous ont pas coûté 60 millions, mais on a les mêmes outils que la dernière plus grosse production américaine. Ce qui nous permet, quoi? Déjà, de réduire le poids des RAW. On passe en OpenEXR, mais il faut les générer. C'est un format complètement ouvert et qui permet d'avoir une image flat, c'est-à-dire qu'on est en virgule flottante. On peut pousser le spectre, on peut aller sur du HDR, on peut pousser les blancs et les noirs, et surtout, on peut tout recombiner. On peut shooter avec un Canon 6D, on peut shooter avec une Blackmagic, et bien ensuite, dans notre outil Resolve, peu importe la caméra, on va enlever la LUT, la Light United Table de la caméra, et la remplacer par un Panavision à 1950 pour avoir cet effet vert bleuté. Ce qui nous permet de faire des choses incroyables qui sont demandées de toute manière par nos partenaires américains. Le format I6 de l'Académie des Oscars nous est demandé. Je vous passe aussi les questions de sécurité, de deliveries, mais en gros, c'est donner plus de marge de manœuvre à l'étalonnage et à la fin du film, et de pouvoir tout recomposer. C'est des techniques qu'on a utilisées sur une série ex-aequo avec Bashibouzouk. Pareil, on était en plein Covid, on devait tourner aux quatre coins du monde pour faire ce mix entre documentaire et 2D. Et finalement, il n'y a pas une équipe qui s'est déplacée, ce qui n'est pas plus mal pour l'environnement, mais c'est des équipes locales qui ont tourné les parties documentaires. Sauf qu'on n'allait pas leur envoyer du matériel, ça rimait à rien. Donc ils ont utilisé leur propre matos. Et comme on est passé sur Resolve, ils pouvaient tourner avec un iPhone, une caméra pour les parties en prise de vue réelle. On s'en moquait, on pouvait remettre à plat toute la colorimétrie et choisir notre colorimétrie sur l'ensemble. C'est des solutions technologiques qui ont des répercussions réelles sur un film, sur l'ambiance lumineuse, sur les effets qu'on peut générer, mais aussi sur l'écologie, l'écoproduction. Et l'étalonnage, en fait, c'est une partie essentielle, mais qui est amplement facilitée. Finalement, l'étalonnage n'a pas duré plus d'1 semaine. Jim, Nicolas, la directrice photo Marieke Van Ketz y étaient, mais ça s'est vite réglé puisqu'on pouvait tout pré-étalonner quasiment. Mon micro se baisse. Voilà, des petites images. Donc vous voyez que la lumière, elle est hyper importante avec ces sources lumineuses qui nous ont posé pas mal de problèmes puisqu'on avait un effet blur, en fait, sparkle effect. Quand on a des micro-LED en stop-mo, ça fait une étoile. Donc redessiner par-dessus, etc. C'était assez galère. Là, vous avez pour la 4e fois de nouvelles images des timelapses, mais vous avez aussi ce que je vous ai expliqué sur le compositing avec les fonds verts automatisés LED. Et puis, vous allez voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait sur le tournage, avec très peu de personnes qui tournaient autour de l'animateur ou des animatrices. Héloïse Pétel, qui est en train de tourner chez nous en ce moment.
qui a commencé en junior et puis qui a monté. On essaye d'avoir une politique aussi de progression des artistes et techniciens, c'est-à-dire que les stagiaires, on essaye à chaque fois de leur faire leur premier contrat, puis après de les engager et de monter petit à petit sur des postes de plus en plus importants. C'est le cas aussi de Marie Catio, qui est de Rennes à la base, qui est chez nous actuellement aussi. Donc voilà, Rennes-Valence, c'est un jeu, une danse. Non, mais on est très content parce que on accumule de l'expérience, même moi, surtout moi, parce que j'ai avalé des couleurs immenses. Et puis on apprend à travailler avec des gens différents, avec des artistes différents. Et on essaie de faire tout ça dans la bonne humeur, d'avoir des bonnes conditions. Donc vous voyez, voilà, là il y a notre chef rigueuse Roxy Linklater et Héloïse. Elles sont toutes les deux, toutes seules. Il n'y a pas beaucoup de choses au sol. On essaye de vraiment avoir le maximum de quiétude pour les animateurs, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire attendre des animateurs. C'est du fric qui est paumé, hein, clairement. Et comme tout est prévu à l'avance, voilà, les petits manuscrits dont tu parlais, qui étaient animés un à un, et voilà une vue d'un set. Je finis par la bande-annonce, ou vous l'avez déjà tous vu comme les 370 000 spectateurs de Léo? Ouais, je suis content. KMBO aussi est content. Je vous mets pas la bande-annonce? Si? Allez. Or longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi, Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Il est complètement fou. Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux? Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Léo. Voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma, le 31 janvier. Juste un dernier point, parce que je ne vous ai pas du tout parlé de financement et de durée. Je voulais un peu expliquer. On a pitché en mars 2020. On a livré le film en mars 2023. Donc on est entre copains, là, de la stop-mo. Moi, depuis 3 ans, j'arrête pas de dire arrêtez de penser que la stop-mo, ça coûte cher et que c'est lent. Non, on arrive à faire des films magnifiques. Et on en a plusieurs qui sont sortis. Interdit aux chiens qui a raflé quasiment tous les prix, sauf le César. Là, on peut faire des films magnifiques dans des conditions qui étaient galères sur Interdit avec ce Covid et puis plein d'autres soucis. Mais Léo, production exécutive internationale, finalement, on y arrive. On y arrive en moins de 3 ans, finalement, on fait tout. On fait le design, on revoit l'animatique. Ce que Pierre-Luc n'a pas dit, c'est qu'on a eu la petite surprise, on fait nos recherches de design et tout, puis en janvier, allez, on construit. Puis là, Jim, il revient de 15 jours de vacances aux États-Unis, puis il nous dit « Non, mais j'ai changé 20 minutes du film ». C'est pour ça qu'il y a pas mal de storyboards qui ont été faits par Pierre-Luc, remonter l'animatique, jeter quasiment des plans qui étaient déjà faits, enfin bref. Mais voilà, on y arrive. On y arrive, et on n'y arrive pas sur des budgets très chers. Donc écoutez bien. Le budget, il était annoncé à 10 millions. On a fini par faire tout le film, quasiment. Donc, hors les voix françaises qui ont été prises par le distributeur, etc. Mais la FAB
jusqu'à la post-prod hors étalonnage, la partie 2D, 4 703 703,80 centimes, pour être exact. Donc on y arrive. Et on y arrive en, je pense, elles peuvent en témoigner, en payant très bien les gens. Parce qu'on a une politique, c'est qu'on essaye de payer tous nos artistes techniciens environ 20% au-dessus des minima, qui sont les plus bas de la convention animation. Il faut défendre le volume. Les chiffres de fréquentation de Léo, les succès de Interdit aux chiens dans les festivals, et puis tout ce qui va arriver, prouvent que c'est une vraie technique, mais c'est du cinéma avant tout, comme plein de réalisateurs le disent, mais il faut vraiment le défendre. On ne doit pas être la dernière roue du carrosse à avoir les plus bas salaires, la plus mauvaise réputation, c'est long, c'est cher, etc. Non, c'est hyper technologique. Nous, on avance sur de l'impression 3D multimatériaux, 3D métal. On a un partenariat avec Stratasys, avec TV Paint, avec Blackmagic. On fait des conférences pour Blackmagic. Dassault Systèmes. Ah, mais c'est génial d'avoir Dassault Systèmes sur un film comme ça. Donc non, la stop-mo, c'est innovant. C'est pas si cher que ça. Ou en tout cas, peut-être moins cher que certains films 3D. Et c'est magnifique. Et voilà. Je voulais finir par ça. On est à 6,3 millions. Je ne parle pas en fait de tout ce que les distributeurs américains se mettent dans la poche, en particulier Universal, entre autres. Mais en budget fab, développement, etc., 6,3 millions. Donc finalement, pas un si gros budget que ça. Bonjour, enchanté. J'avais une petite question au niveau des textures. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais vous parlez de beaucoup de modélisation, 3D, des choses comme ça. Et pour la texture, quand vous faites sur vos assets, sur vos accessoires, avant de commencer la peinture, est-ce que vous faites en amont de la texture 3D pour valider justement les textures sur les accessoires, ou est-ce que vous êtes très talentueux et vous y allez direct? Voilà. Alors non, on ne passe pas du tout par cette phase 3D, etc. Là, c'était pour la fabrication de certains accessoires très complexes. Mais il y en avait, je crois, 6 ou 7. Hein. Donc, mais sinon, dans tout le reste, c'est vraiment de la recherche de matière, etc. Enfin, moi aussi, ce que j'aime dans le stop-mo, c'est pas les rendus lisses, c'est où on se dit, mais c'est de la stop-mo ou c'est de la 3D. Ça ne m'intéresse pas. Du coup... Là, l'idée de Marion, donc la chef décoratrice, aussi en collaboration donc avec les réalisateurs, c'est vraiment de travailler cette matière et directement dans la fabrication. Ouais. Bonjour. Ça rejoint un peu la question précédente. Dans les films en synthèse, on design tout, donc le moindre props, il est d'abord dessiné. Et alors qu'en live, par exemple, il y a très peu de croquis, les accessoiristes lisent le script et puis discutent avec le réal et font directement. Est-ce que c'est comme ça que vous faites en stop motion aussi? Enfin, à part les machines complexes, on a bien compris, mais justement les manuscrits, les petites bougies, enfin, je sais pas, la vaisselle, tous ces trucs-là, est-ce que c'est vous qui le créez ou est-ce que vous travaillez avec un dessinateur avant ou des rêves? Alors, en fait, chaque projet a son système, on va dire. Moi, je travaille en fait en général plutôt sur Rennes. Et par exemple, quand je travaille aux côtés de Jean-Marc Augier, qui est décorateur, il fait énormément de plans. Et du coup, dans ce plan, en fait, on peut aller rechercher l'échelle, etc., l'esthétique aussi. Après, il y a des projets où en fait on a plutôt un mood board ou des références, etc. Et ben moi par exemple la première fois que donc je suis venue sur ce projet, j'avais 3 jours de transmission. Et en fait, du coup, je suis arrivée en me disant bon bah on va me dire parce que du coup il y avait une clause de confidentialité et tout ça, donc je n'avais eu aucune info vraiment avant.
Et donc je me suis dit, sur ces 3 jours-là, on va m'expliquer, on va me dire le film, comment c'est organisé, les réunions, les points, tout ça, les listes, tout ça. Et donc je suis venue sans mes outils. Et du coup, j'arrive, et là, Alix, que je remplaçais, m'a dit, t'as amené ta caisse à outils ou quoi? Comme ça. Parce que on est un peu détoqués d'outils. Hein. Et je dis, ben non, pour moi, là, c'est la transmission. Enfin, je pensais qu'on allait surtout parler d'organisation, etc. Il me dit, ben non, du coup, vu que tu es là, tu vas faire le lead Léonard. Je fais, ah ben d'accord, ok, très bien. Et donc, moi, c'était une période de creux, en plus, juste avant. Donc, ça faisait des mois que je n'avais pas fait d'accessoires, parce que des fois, je suis, du coup, au set dress, ou voilà. Et donc là, je me dis, pas de problème, ne pas montrer qu'à l'intérieur, tout s'effondre. OK. Donc, je vais faire le lit. Et donc, je dis, bon, alors, du coup, le plan... Non, par contre, il n'y a pas de plan, parce qu'on n'a pas eu le temps. Là, il faut qu'il y a une image de ref, et tu te cales là-dessus. OK. Et du coup, pour les mesures, il y a le décor qui est en cours là-bas, tu peux aller voir. OK, bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Après, il y avait énormément, du coup, de références, de recherche d'images sur le graphisme, etc. Et en vrai, je pense que c'était un crash test. Voilà, ils m'ont testé. Ouais, j'ai pas fait le. Mais elle a réussi. Non, la prod était hyper tendue parce qu'il fallait aller vite. Hein. Je vous rappelle, 2 ans et demi pour faire le film. Et en fait, on avait aussi un vrai problème esthétique. C'est qu'on avait des trucs hyper droits, machin et tout, alors qu'on voulait un peu les déstructurer. Donc, par exemple, Alix, qui est un super accessoiriste, l'un des meilleurs sur l'ultra-réalisme, on lui disait, mais non, mais le pot, là, il faut qu'il soit cabossé, on a la Renaissance, il faut pas que ce soit parfait, donc cabosse un petit peu. Et c'était à chaque fois... donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu de l'artistique pour pas faire des plans vraiment millimétrés. Ouais. Et après, chaque projet a voilà, sa manière de fonctionner, mais du coup, Alix était plutôt rigoureux, droit. Moi, je faisais plutôt les objets tordus. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait, donc. Collés comme ça, à la bave. C'est plus écologique. Et on avait aussi, du coup, Pierre-Luc qui était là, et Marion. Et aussi, donc, quand à un moment, on cherche, on a beau avoir les dessins de Samuel, on a beau avoir les références de tel type de chaise, etc., quand même, à chaque fois, on faisait valider en fait, les objets un par un. On prenait les photos c'était toutes les fins de semaine à peu près. Ouais. Ce qui était très dur, c'est d'avoir Jim Capobianco des fois à distance, parce qu'il retournait aux États-Unis. Donc heureusement, on avait Pierre-Luc, puis on avait tous les chefs de poste, mais des fois, on faisait des validations via Discord, via Slack, via 50 000 outils. Ça pouvait même être du WhatsApp, etc. Ça, c'était très, très pénible. Ouais, il arrivait tardivement. Enfin, il faisait des allers-retours. Voilà, donc c'était assez chronophage, décalage horaire. Et puis les outils numériques, quand ils sont cadrés, ça va. Mais quand ils sont intrusifs dans votre vie de tous les jours, c'était très très dur. Voilà, enfin, avec Pierre-Luc, on en parlait très souvent. Et on arrivait à couper, en fait, à faire... Mais bon. Bonjour. J'avais une petite question. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de compositing et... Enfin, je pense que la technicité m'échappe beaucoup, mais je me demandais, au sein même d'une scène, quand il y a une interaction entre des personnages et justement des accessoires ou des objets, est-ce que c'est systématiquement tourné en interaction ou est-ce qu'il vous arrivait de tourner en séparé et de compositer derrière l'interaction vraiment entre justement le... Alors, à part certaines scènes où, par exemple... la scène où Léonard recrée une sorte de cinématographe et où il y a toutes les feuilles qui s'envolent à la fin. Là, on avait tourné en séparé sur un fond vert parce qu'elles étaient riguées. Mais sinon, non. Au contraire, c'est ce qui fait le charme de la stop-mo, c'est que tous les accessoires jouaient avec nos acteurs, en fait, avec nos puppets. Et c'est en particulier le cas des bougies. Vous verrez dans le film, les bougies sont vraiment des sources lumineuses réelles qui sont dans la main de la puppette et qui interagissent. Donc quand Melzi approche la bougie, c'est de l'image par image, mais du coup, ce halo de lumière qui vient de la bougie, enfin, le faire en post-prod, en VFX, c'est vraiment chiant, quoi. Non mais vraiment, c'est pas le truc le plus chouette à faire et le plus facile.
Là, en fait, on approche la bougie. Je prends une lumière, je l'approche de moi. Donc on a essayé le maximum. Les gros accessoires, c'était un peu plus galère. Il y a ce fameux plan du carrosse qui tourne sur lui-même. Celui-là, il était chaud, hein, comme l'a dit Pierre-Luc. C'est de sa faute, il l'a bordé comme ça. Mais finalement, on s'en est sorti en bougeant les caméras. Il y a aussi la dernière scène du film où vous avez Léonard et Marguerite qui volent ensemble, la danse des planètes, où en fait on a 2 puppets qui tournent autour d'elle dans un ballet. Sauf que pour avoir des personnages qui flottent comme ça, on a plein de rigs. Et donc les rigs s'entrecroisent. Donc il a fallu inventer un système de malade. Et pour pas mal de décors, d'accessoires, on les riguait, mais avec les mêmes outils que les puppets. Donc on a beaucoup de rigs. On a vraiment des mallettes de rigs top niveau. Donc c'est facile en fait. On peut les bouger dans tous les sens. C'est solide. On peut vérifier la tension, etc. Donc c'est pas juste du fil d'aluminium qui va... Non, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement. Merci. Mais donc en compositing, c'était essentiellement les ciels, les fonds, les ciels, le rig removal, la 2D qui venait par-dessus. Mais sinon, c'était des sets qui tournaient. Les VFX aussi, il y a pas mal de neige, de pluie, d'interactions de ce type-là. À part ça, les effets d'eau par moment, mais surtout, ils étaient surtout réels. Il y en a certains qui sont en 2D. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup finalement de post-prod là-dessus. Merci beaucoup. De rien. Bonjour et puis merci pour la petite présentation. L'architecture, elle a pris une certaine place dans la vie de Léonard. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez pris contact avec des spécialistes, peut-être des architectes, pour l'élaboration des décors? On a eu mieux que ça. En fait, on a eu tous les plans. On a eu les plans du Château Royal d'Amboise par Monsieur Marc Mété, qui est le directeur du Château Royal d'Amboise, de la Fondation Saint-Louis, une fondation peu recommandable. Bref, je ne devrais pas dire ça. Le château du Clos-Lucé, qui nous a donné tous les plans de l'intérieur du château du Clos-Lucé, puisqu'ils ont fait pas mal d'expos, etc. Donc ils ont des relevés précis. En fait, on avait tout, des photos. On a aussi un photographe de plateau qui nous a suivis pendant toute la production. Et du coup, on avait eu aussi des photos du Château Royal d'Amboise. On avait fait notre voyage à Amboise. Donc en fait, on avait tout ce qu'il fallait. La chapelle Sixtine, c'était un peu plus... c'était notre vision artistique. Pareil que Bologne et Rome, c'était des vues artistiques. Mais sinon, l'architecture était vraiment calée. Ok, merci. Merci. Petite question technique aussi. Si j'ai bien compris, tu avais dit tout était automatisé pour faire les fonds verts et tout ça, mais ce n'était pas des panneaux LED, c'était de l'éclairage pour éclairer les fonds, parce qu'il y a aussi la projection des nuages et tout ça. Est-ce que vous avez pratiqué un multicolore, c'est-à-dire projeter et en bleu et en vert, ou voir une autre teinte? Parce que si j'ai bien vu, vous n'êtes pas limité sur les costumes. Et donc, est-ce qu'il y avait ça? Ouais. Ok, merci. En fait, les fonds, c'est des fonds blancs, c'est des cyclos. Et on projette de la lumière avec des stratos RGB. Donc, en fonction de nos costumes, de nos décors, etc., on peut faire du fond rose. Peu importe. Mais surtout, c'est fait en 2 secondes. Pas besoin de... Comme Samuel dans la présentation de Pierre-Luc qui peint un grand fond vert. Ah non, ça c'est bon, on arrête de peindre des fonds, là. On les fait blancs et puis on projette de la lumière. Mais on fait d'autres expérimentations, avec d'autres techniques. Ça fait partie de France 2030 et de notre laboratoire d'innovation. Donc pour l'instant, c'est des tests. Vous avez essayé plein de trucs. Plein de trucs. Ça sera ma seule réponse. Une petite question pour Camille. Est-ce que, vu qu'il y a beaucoup de chorégraphie dans ce film, est-ce que tu as eu des briefs du type de mouvement que les squelettes allaient devoir faire, ou quelle discussion il a pu y avoir entre toi et le réalisateur, ou toi et le chef anime? Est-ce que ça s'est fait en amont ou petit à petit, comme ça tu pouvais tester, puis refaire des tirages ou des choses comme ça? Alors... les plans des marionnettes étaient
déjà bien avancé quand je suis arrivée, mais surtout, moi j'étais uniquement au modelage et à la sculpture en fait. Ensuite, c'était les armaturistes et tout ça qui avaient déjà géré tout ça avec Kim qui était chef anime et aussi qui s'est occupé un peu des armatures et du rigging. Même en totalité. Elle a même fait les armatures. Oui, elle a fait des armatures. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai pas vraiment intervenu. C'était plutôt le design. Enfin, après, j'ai discuté avec elle aussi de quelle taille de rotule pouvait correspondre le mieux par rapport aux tailles des personnages et des morphologies, en fait. Mais pour ce qui était de l'animation ensuite, moi j'ai pas eu à... Enfin, c'était plutôt pour le design personnellement. Il y avait moins cet aspect technique de l'armature, même si j'étais en dialogue avec elle, avec Oscar et avec François, mais voilà. En fait, il y avait une volumétrie déjà arrêtée par rapport au design 2D, parce que le design 2D a été tout de suite modélisé en 3D pour faire de la modélisation des armatures en 3D. En gros, plutôt que d'expérimenter en ayant du John Wright 6, du Team Spring, machin et tout, puis je bricole, non. On a tout modélisé. En fait, c'est Kim Kökeler qui a tout modélisé. Elle a fait toutes les armatures. Vous l'avez dans une des photos où on voit en fait le squelette à l'intérieur, mais c'est du print d'un modèle 3D. Comme ça, elle peut ajuster. Elle a les dimensions parfaites des joints, etc. On a la silhouette 2D. Oui, après, il y a toujours de toute façon une marge d'erreur. Ouais. Moi, j'essaye de prendre un peu plus parce que, comme je disais, la mousse de latex, c'est un taux de... Ça se rétracte un petit peu. Le truc, c'est qu'en fonction des tirages, c'est jamais le même taux de rétractation. Donc, j'ai essayé d'avoir, on va dire, le plus proche, mais sans dénaturer le design aussi. Parce qu'après, j'avais à disposition des plans en 2D de face et de profil. Et à partir de ça, en fait, je faisais mes modelages en essayant d'avoir... Après, il y avait déjà Leonardo qui avait été fait en maquette avant et Zoroastro, ouais. Donc j'avais déjà un peu un modèle, on va dire, de design en volume déjà. Et ensuite, après, c'était de le réadapter en refaisant les modelages et les sculptures, en imaginant par exemple Leonardo sans moustache, sans cheveux, sans chapeau, etc. Et en essayant de voir les volumes, donc aussi en fonction de avant costume, d'avoir des volumes qui correspondent, donc pas, comment dire, une morphologie réaliste, mais qui épouse un peu ce qui peut être sous le costume pour ensuite faciliter la mise en place des costumes. Même par contre, les trucs bouffants, là, les manches bouffantes, elles ont été faites ensuite par les costumières et Pauline qui ont en fait remodelé par-dessus pour être au plus juste et aussi pour que ça puisse bouger au cas où s'il y a besoin pour l'animation quoi, derrière. Parce que si on les prévoit en amont, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc ensuite, elle est réadaptée en sculpture de mousse. Des fois, c'était tout simplement ça, quoi. Voilà. Il y a des petits personnages aussi comme le page maître d'armes, parce que c'est le même perso qui joue deux rôles, qui devait avoir un ventre. Tous nos personnages quasiment ont des ventres qui bougent, ce qui n'est pas très commun, parce qu'on n'anime pas trop les ventres en stop-mo, mais là on avait vraiment besoin qu'il y ait un effet. C'est pour ça que dans une des images, vous voyez qu'il a un petit bidon. C'est un petit bidon animé, c'était rigolo, quoi. On pouvait le faire jouer son petit bidon, c'était rigolo. Satisfait de peu. Monsieur Tavier. Non, je me demandais comment vous avez décidé de la taille des personnages et du coup de l'échelle de tous les décors, etc. C'est toujours un peu mystérieux pour moi comment on décide que... Bah ouais, on décide comme ça. Non, je déconne. En fait, on avait déjà la petite sculpture de Jim qu'il avait faite de Zoroastro et de Léonard. Mais on était, c'était entre les deux. Il était un peu trop gros, le Zoroastro, et le Léonard aussi un petit peu trop grand. Mais on avait déjà une première puppet test qui était plus grande en fait. Et en fait, ça a été un ping-pong entre Marion pour les décors, parce qu'elle disait, ah bah oui, le château du Clos Lucé, vu qu'on avait les plans, c'est tant de mètres, 32 mètres, non, peut-être pas 32 mètres, 28 mètres, un truc comme ça, à la flèche. Si on doit faire passer les persos par la porte, il faut que ce soit telle taille. En fait, c'est plutôt, j'ai l'impression, les décors qui ont
pousser les persos. Et finalement, on est sur une taille à peu près standard. On est sur du 22, 23. Mais ouais, c'est... On a eu Pierre-Luc en parlait un petit peu quand on parlait, ou Mode aussi, sur les textures. On a fait le choix de ne pas avoir une double échelle de perso. C'est-à-dire que quand on voit Marguerite dans le carrosse, on est très près, on voit le grain, pas de la résine, hein, de la peinture. Et on a décidé de garder ça. Du coup, on s'est affranchi de la contrainte double taille. Mais ça nous a posé d'autres soucis en termes d'objectifs, en termes de distance de shoot, etc. Pour entrer dans un truc encore plus technique. Mais voilà, à peu près ping-pong. Mais c'est chiant de faire des grosses popettes en fait. Non, mais c'est vrai, il y a plus de costumes, c'est plus lourd, ça prend plus de place. Il faut acheter des doubles joints chez John Wright qui coûtent une fortune. Et en même temps, on ne peut pas aller sur du trop petit parce que sinon, c'est impossible à fixer, à riguer, à habiller. Donc, ouais, un entre-deux. Il faut qu'elle soit pertinente, hein, si c'est la dernière. Hein. Pression. Hein. Merci beaucoup pour la présentation, vraiment passionnant. Vous avez beaucoup insisté sur les valeurs de Foliascope et en même temps sur l'aspect finalement assez technologique en termes d'innovation. Hier, on parlait un peu de l'usage de l'IA générative en stop motion pour des phases très en amont. On peut imaginer aussi sur la partie animation 2D, 3D. Où est-ce que vous en êtes en termes de réflexion et sur l'aspect éthique, légal? Est-ce que ça fait débat au sein de l'entreprise? Quelle est votre réflexion là-dessus? C'est très très simple. François-Marc Baillet, donc notre directeur d'anime 2D, réalisateur, enfin c'est un des meubles de Foliascope. Il est avec nous depuis des années. Enfin, j'arrive pas à le virer, je sais pas. Ou ne pas porter ses projets, c'est dingue. Il est avec nous depuis l'époque du petit Nicolas, où il faisait tous les décors et il signait sans pi. Pour dire son talent, c'est qu'il a un talent de copiste. Non, mais c'est un gars extraordinaire. Et comme avec Dassault, on est rentré aussi au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. On a fait une expo là-bas, une projection là-bas avec tous les personnels du CNAM. On entretient des relations de haut niveau avec le CNAM sur l'innovation, sur la recherche. En fait, on a délégué à Marco, à François-Marc Baillet, le fait de rentrer dans la chaire d'interrogation sur l'IA au niveau du CNAM. Et donc, il rassemble des chercheurs, des professionnels dans plein de catégories professionnelles différentes, justement pour parler de l'IA. Moi, l'IA, ça ne me fait pas peur, en fait. L'IA, ce n'est qu'un nouvel outil et une nouvelle bulle spéculative. La création, quand vous voyez les créations que nous a présentées Pierre-Luc, à part si les IA vont piquer ces trucs sur Internet, jamais vous aurez la création de Pierre-Luc générée par une IA. Les IA, ça va bouleverser les producteurs qui font du CG, de la série 52 x 52 en 50 000 langues avec toujours le même design à la Pixar. Oui, ça va peut-être aller plus vite. Mais nous, quand on va faire des gueules de traviole, des décors complètement bizarres, ou qu'on va changer la colorimétrie d'une scène qui devait être tout à fait classique avec des couleurs flash et tout, c'est pas l'IA qui va la faire, c'est des vrais artistes. Donc l'IA, comme tout le monde, on va s'en servir. Après, il y a des lois. On est obligé de le notifier dès qu'on l'utilise. Le CNC est plus trop enclin à recevoir des moodboards faits avec de l'IA. Voilà. Nous, ça nous facilite quand même l'affaire quand on veut faire du design, montrer ce à quoi pourrait ressembler une puppet, parce que pour le coup, ça marche plutôt bien. Vous tapez sur Midjourney ou Dali, style puppet d'un personnage, vous avez, comme il y a pas mal de références de jouets, finalement, nous, on a des jouets, mais vous n'aurez jamais le design de Inventor, enfin de Léo. Une croisée entre Toy Story, entre tout ce qu'on a fait en stop-mo, non, vous ne l'aurez jamais. Et puis si on l'a un jour, il faudra toujours des gens pour animer, il faudra toujours des gens pour créer, pour raconter des histoires. Moi, je ne suis pas inquiet. Par contre, il va falloir se serrer les coudes et pas mégoter sur les valeurs qu'on défend, l'écologie, sur la sécurité au travail, sur la lutte contre le harcèlement,
l'ouverture d'esprit pour accueillir tout type de salariés, artistes, techniciens, peu importe son orientation, peu importe son genre. Enfin voilà, ouais, des valeurs. Donc l'IA, c'est qu'un outil. Je suis optimiste? Peut-être. Si je ne le suis pas... Ouais. Merci. Donc merci à vous.